des infrastructures de réseau de communication qui enfin permettraient une économie de territoire équilibrée entre zones urbaines et zones rurales. L'aménagement numérique du territoire, pour nous, c'est cette capacité à développer un réseau de villes connectées sur l'ensemble de l'espace, ce que ma collègue Élodie Nouriga, que vous connaissez bien, architecte urbaniste à Montpellier, appelle le territoire distribué, basé sur le modèle des réseaux distribués qui constituent l'Internet. Voilà quelle est notre ambition. Alors, le numérique durable va-t-il changer le paysage économique de nos territoires? Bon, je ne répondrai pas à la question parce que c'est l'objet de la journée. Pour ma part, j'en suis convaincu, mais le débat doit avoir lieu ici et maintenant. Et je remercie très chaleureusement tous nos intervenants qui ont répondu présents à notre appel pour débattre. Et aujourd'hui, cette question, pour répondre à cette question, j'invite le premier intervenant d'entre eux, j'allais dire le meilleur, hein. Donc André Joffre, l'éco-président de Texol et le président du pôle de compétitivité d'Herby. Je vous remercie de l'applaudir. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Alors, je vais être très bref parce qu'on a beaucoup de choses à dire intéressantes et il vaut mieux que ce soit des vrais acteurs qui parlent plutôt que du président. Simplement, peut-être vous dire que tout à l'heure on va signer une convention avec Pierre et que dans cette convention on a prévu de faire des appels à projets pour essayer de stimuler un petit peu la production d'idées, de start-up, etc. dans le domaine de l'énergie. Alors pourquoi ça? Parce qu'on pense effectivement qu'on a un déficit aujourd'hui. Il y a des secteurs qui sont surdimensionnés, je pense au secteur de la finance par exemple, où les fintech fonctionnent très très bien, il y a énormément de projets. Alors quand on regarde pourquoi en fait, il y a beaucoup de projets, c'est parce qu'il y a beaucoup de banques qui sont prêtes à acheter, je dirais tout et n'importe quoi, à des prix très élevés. Et donc évidemment, quand on est fabricant de start-up, c'est intéressant d'avoir un marché équilibré. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le domaine de l'énergie, c'est presque pareil. Alors nos amis de d'EDF, etc., Engie et autres, bon, sont là, mais je veux vous dire que bon, ils ont des moyens aussi. Hein, voilà, des moyens. Ils sont très attentifs à ce qui se passe dans tous ces milieux. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils sont sponsors de la journée. Et ils sont tout à fait intéressés pour accompagner les PME. Ils lancent des appels à projets. Bientôt, il y aura Pulse à Perpignan pour une nouvelle année, une nouvelle session. Donc, il y a vraiment un engouement. Et ils ont raison. Parce que dans le monde de l'énergie, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une évolution, c'est une véritable révolution. Dans le monde de l'électricité particulièrement, les réseaux électriques qui se contentaient de faire passer des électrons pour transmettre de la puissance vont désormais faire circuler de l'information et ça change tout. C'est-à-dire que sur un réseau physique, un réseau public que nous connaissons tous, eh bien vous pourrez avoir dans le futur de nombreux réseaux virtuels privés qui vont circuler en même temps. Et ça, c'est une vraie évolution. Alors évidemment, ça doit donner des idées, ça devrait donner des idées à de jeunes entrepreneurs qui... Voilà. Et donc c'est un peu le but aussi de la journée, c'est essayer de vous montrer que nous sommes qu'à la veille de ce grand chamboulement, qu'il y a des opportunités considérables, qu'il faut absolument les saisir, et que nous, en fait, pôle de compétitivité, et puis les structures, les clusters, etc., nous sommes là pour vous accompagner, pour vous apporter tout l'environnement qui vous sera nécessaire pour vous permettre de trouver des premiers sous, pour démarrer les opérations, et puis aussi pour vous accompagner, pour vous aider à protéger vos découvertes, etc. Ça, c'est un peu le travail quotidien, je dirais, des pôles de compétitivité. Et puis, quand ça va encore plus haut, on va vous accompagner pour aller chercher lever des fonds, etc., faire des tours de table. Sachez donc que le climat des affaires dans le domaine de l'énergie et des technologies d'information, du digital, n'a jamais été aussi favorable. Donc allez-y, il faut se pâcher, il faut avoir des idées. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. Il faut avoir des idées. Parce que comment viennent les idées, comment se créent les idées. Je pense qu'elles viennent un peu de la confrontation entre les gens. Donc il ne faut pas hésiter non plus à se confronter. C'est une bonne chose, c'est un bon moyen de
souvent une confrontation est stérile quand elle ne débouche pas sur une troisième idée. Et quand on arrive sur une troisième idée, ça peut être génial. Donc allez-y, débattez, essayez de vous copier, et de vous cacher, de vous protéger les idées des autres. Voilà, il faut y aller. Voilà. Mais je suis persuadé qu'on peut arriver à des choses assez formidables si on est persuadé que le jeu va à la chandelle. Ici, vous avez tout l'écosystème qui va bien. Il y a de l'argent, il y a des régions bienveillantes, des départements, des agglos qui sont là pour nous aider. Cette grande région, maintenant, a une masse critique, une taille critique qui nous permet d'être reconnus au-delà de nos frontières. Donc n'hésitons pas, il faut absolument y aller et j'espère que cette journée sera la première de ce long cheminement. Merci. Merci André pour cette rapide introduction. Alors, j'appelle maintenant Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci infiniment. Bonjour à tous et merci à M. Denisier et à tous les organisateurs de cette journée qui va être une journée très riche. Effectivement, on ne peut pas parler de cette journée sans parler de la cité intelligente et de l'action que Montpellier Méditerranée Métropole porte depuis déjà 5 ans. La métropole, évidemment, est en avance sur cette cité intelligente, puisque pendant 3 ans, elle a investi 4 millions d'euros uniquement en recherche et développement. Cette cité intelligente à Montpellier, c'est une référence, je dirais, nationale, même internationale, car représentant la délégation à l'international, je me déplace pas mal à l'étranger, et très souvent on nous parle de cette cité intelligente, parce qu'on a été, je dirais, porteur de cela, par évidemment, je dirais, la visibilité des gens qui nous sont précédés au niveau... il faut reconnaître qu'on fait des personnes avant nous. Hein. Et après, étant élu, on a repris le système en marché. Ce système est très important tel qu'il a été mis en place parce que toutes les personnes de l'écosystème, donc il y a une personne très importante qui arrive, M. Poivre, bonjour, toujours en retard. Je plaisante, c'est un avis, je peux le permettre. Donc effectivement, par exemple à Montpellier, donc, à l'heure actuelle, il y a 40 projets à des stades divers d'avancement qui sont nés à partir de cette cité intelligente. Alors, ce qui est important, c'est que la cité intelligente touche les 7 piliers de la métropole, tels que Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, les a institués, c'est-à-dire le numérique, la mobilité, la citoyenneté, l'économie, le tourisme, la culture, la gestion des consommations énergétiques et des fluides, la gestion des risques et la santé, évidemment. C'est donc une action très importante parce qu'elle est transversale. Et ça, c'est fabuleux parce que ça touche tous les domaines. Cette cité intelligente, elle a été construite comme elle a été construite à French Tech, sur Montpellier Méditerranée Métropole, c'est-à-dire avec tout l'écosystème, les universitaires, les pôles de compétitivité, les entreprises et les start-up, toutes les personnes qui pouvaient être actives ont été mises autour de la table. On a été labellisé French Tech, on a été renouvelé labellisé French Tech donc pour 3 ans encore, et surtout, retenez bien cela, je vous le dis à tous, on a eu 7 réseaux thématiques. Nous sommes la métropole à avoir eu le plus de réseaux thématiques labellisés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ces réseaux thématiques, évidemment, il y a la santé, les objets connectés, vous allez en parler, les technologies vertes, vous allez en parler, le commerce, le sport, la culture, etc. et beaucoup d'autres choses. Donc il faut vraiment relier tout cela, ça va faire notre force, cité intelligente, French Tech et réseaux thématiques. Les dimensions de la cité intelligente, elles sont très importantes. Il y a 3 dimensions. Une dimension économique, une dimension citoyenne et une dimension environnementale. Environnement économique, pourquoi? Et parce qu'à travers la mise à disposition des données qui ont été récoltées pendant les 5 ans qui nous ont précédés, toutes ces données peuvent être mises à la disposition, ces données urbaines, peuvent être mises à la disposition sur les territoires au niveau des entreprises. Évidemment, afin de valoriser et de favoriser le développement de start-up, entre autres, à travers la mise à disposition de ces données urbaines en temps réel et prédictive. Et ça, c'est important. Ensuite, évidemment, il y a une donnée qui est très importante, c'est la dimension citoyenne. Ça ne vous échappera pas. Tout ce travail est fait pour les citoyens, pour qu'ils soient acteurs, évidemment, de toutes ces données et de tout ce que va créer ces entreprises. Et puis, aujourd'hui, la dimension environnementale. Cette dimension environnementale est primordiale. Le réchauffement de la planète, on en parle, il faut en être convaincu. Il n'y a qu'à voir le temps magnifique qu'on a en septembre, en octobre encore. Aussi bien on va avoir des tombées diluviennes qui vont tomber sur la tête. On gère justement les risques d'inondation. Vous savez que la métropole est sujette à ces risques
d'inondation. Et la mise en œuvre, évidemment, de ces chantiers, c'est une véritable transition énergétique qui est en train d'apparaître, gestion économique des ressources naturelles, diminution structurelle des capacités financières des collectivités sont autant d'éléments au travers desquels le numérique peut ainsi être utilisé à son optimum comme ressource naturelle essentielle de la vie. Donc je remercie tous les acteurs qui vont être autour de la table. Je ne vous ferai pas rester, mais je suis sûre que toutes les personnes qui vont prendre la parole sont motivées pour entrer dans cette dynamique-là. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Chantal pour cette introduction. On accueille maintenant Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci à Pierre Denizet. J'ouvre cette séance avec grand plaisir. Pour certains d'entre vous le savent, j'ai vu naître ce cluster et donc c'est avec une grande émotion que je participe au lancement de vos travaux. Donc merci à French House Digital pour cette deuxième journée. Merci au pôle d'Herbie, puisque un petit clin d'œil aussi, au-delà de faire un clin d'œil à mes amis catalans, je voudrais rappeler que dès 2014, vous avez commencé à travailler avec, on va dire, le côté ex-Midi-Pyrénées, et que donc vous aviez ouvert la voie de cette grande région. Donc merci à vous deux pour l'organisation de cette manifestation. Alors au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et je vais être brève, mais je voudrais rappeler d'abord que la région soutient à la fois la partie numérique et la partie énergie renouvelable. Alors pourquoi moi j'aime bien, je suis issue du monde économique, je pense que certains d'entre vous le savent, et donc j'aime bien rappeler que ces deux secteurs sont pour nous des secteurs industriels et des secteurs d'avenir. Donc l'industrie de notre future grande région et les industries et les emplois de cette future grande région, ils passeront notamment par la filière numérique et ils passeront notamment par les énergies renouvelables. Donc je voulais le rappeler en ce début de séance. Et je voulais vous dire que ce que vous allez faire, et ce ne sont pas de simples mots, est très important pour nous, Région Occitanie, parce que nous comptons aussi sur vos travaux. Ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est passer une journée ensemble, échanger, mener des projets transversaux. Donc on est là pour bien sûr vous inciter, et ça a été dit par Chantal Marion, et je l'en remercie, à créer des startups. L'exemple qui a été donné sur la cité numérique et sur l'e-cité est un exemple. Et donc il y a plein de personnes ici qui peuvent avoir des projets autour de ça, mais c'est par les échanges que vous aurez, par les projets transversaux. Aujourd'hui, on le sait, le numérique est transversal. On parle de filière numérique, c'est presque une simplification. Montpellier a l'ambition de devenir la capitale de la santé. Montpellier sera capitale de la santé si elle utilise le numérique, donc si elle devient la capitale de l'e-santé. Donc tout ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont là. Et donc je crois que dans vos ambitions, dans vos projets, vous devez prendre en compte l'ensemble de cet écosystème, cela a été dit, et surtout bien comprendre qu'on travaille sur des filières d'avenir et que tous les projets, vous devez être très ambitieux sur les projets que vous avez à proposer, sur vos réflexions. Quelque part, j'ai envie de dire, pas de limite, en tout cas dans vos échanges. Il y aura bien sûr dans cette journée aussi une partie business, et je pense qu'elle est importante aussi. Les entreprises, vous devez nouer des contacts. Il est important pour nous finalement que plus d'entreprises régionales travaillent ensemble. Il n'est pas la peine d'aller chercher des ressources ailleurs quand vous nouez vos partenariats, si vous pouvez trouver ces ressources dans la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Donc ça aussi c'est très important. Donc prenez soin de bien nouer les contacts. Encore une fois, ces deux filières elles sont stratégiques pour nous. Je voudrais vous rappeler que nous avons une ambition forte, et j'espère que vous la porterez avec nous, c'est d'être quand même à un horizon très proche la première région d'Europe en termes d'énergie positive. Donc c'est une ambition, vous êtes les mieux placés pour nous aider à la porter. Il y a encore des potentialités, des potentiels très forts dans cette région, que ce soit dans l'éolien, dans le solaire et dans l'hydraulique. Et donc tout ça doit se faire avec le numérique, qui doit aider à innover, à porter des projets encore plus concrets, pour que d'ici 2050,
nous puissions être une région, si on se place bien sûr dans la COP21, ce qui est notre ambition, être une région à énergie où on produira nous-mêmes, avec uniquement les énergies renouvelables, l'ensemble de la production pour cette région. Donc voilà, je voulais vous souhaiter de grands travaux. Encore une fois, soyez, il faut que ce soit de véritables échanges. Donc il y a bien sûr des tables rondes qui sont organisées, mais n'hésitez pas aussi à faire part de vos projets, à échanger entre vous. Ça doit être une véritable plateforme d'échange. Donc je vous souhaite une excellente journée de travail et encore une fois, ravie d'être auprès du cluster de French House Digital parce qu'effectivement, je l'ai vu naître et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde édition de Green IT Day, événement phare sur le numérique durable qui a maintenant trouvé sa place dans le paysage régional. Donc pour organiser cette seconde édition, on a la chance d'être sous le marrainage de Corinne Lepage, qui donc s'est battue et se bat encore pour l'intégrité des territoires. Donc Madame Lepage ayant un agenda très chargé, elle ne peut pas être parmi nous, mais grâce aux technologies de l'informatique, de l'information, normalement, elle va pouvoir nous envoyer un témoignage vidéo que l'on va vous passer. Bonjour. Tout d'abord, mon profond regret pour n'être pas parmi vous. Nous sommes très heureux au mouvement des entreprises de la nouvelle économie que Green IT ait rejoint. Bonjour. Tout d'abord, mon profond regret pour n'être pas parmi vous. Nous sommes très heureux au mouvement des entreprises de la nouvelle économie que Green IT ait rejoint avec beaucoup d'efficacité, et j'en remercie bien entendu les promoteurs, le mouvement des entreprises pour la nouvelle économie. Le sujet que vous abordez est un sujet absolument majeur. Il est majeur dès lors que l'on entend géographie dans tous les sens du terme. Lorsque on regarde les trains et qu'on fait une carte de France en fonction du temps qu'il faut pour rejoindre une ville à une autre par le train, on se rend compte que la carte de France est totalement bouleversée. Lyon ou Rennes sont beaucoup plus près de Paris que, par exemple, des villes situées à 250 km mais qui ne sont pas desservies par le TGV. C'est un bouleversement. L'Internet, le virtuel, c'est un bouleversement encore beaucoup plus considérable. Et je dirais dans tous les sens. D'abord parce que, bien évidemment, le fait de pouvoir travailler chez soi à partir d'un ordinateur, dès lors bien sûr qu'on dispose d'un réseau convenable, et là il y a encore beaucoup de progrès à faire en France, permet de concevoir son travail de manière tout à fait différente, permet d'avoir des petites entreprises partout en France et de concevoir, de ne venir dans telle ou telle ville qui serait le siège de la société qu'une fois par semaine et avoir des relations clients qui peuvent se faire par Internet ou qui peuvent se faire de manière délocalisée. Donc déjà, on a une organisation du travail qui change. Deuxièmement, la géographie, elle concerne également le positionnement des emplois et des types d'emplois. On dit fréquemment que 40% des emplois dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui et que 60% des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 15 ou 20 ans. Il y a donc dans l'organisation du travail au niveau emploi un bouleversement absolument colossal qui est en train de se mettre en place.
Je disais il y a un instant qu'il y a en quelque sorte, grâce à Internet, un rapprochement entre les lieux de vie et les lieux de travail qui sont rendus possibles. Mais dans le même temps, Internet permet aussi d'envisager des déplacements lointains dans des conditions beaucoup plus faciles. Je pense à tous les systèmes de réservation, je pense à Airbnb, je pense à tous les moyens low cost que l'on peut obtenir par la comparaison tout simplement de différents tarifs sur les réseaux. Donc c'est un changement tout à fait considérable parce que d'un côté, pour travailler, on peut rester chez soi et pour voyager, on peut en fait aller beaucoup plus loin. Ça permet donc une ouverture des échanges tout à fait différente et les jeunes générations, bien entendu, en sont particulièrement adeptes parce qu'elles sont nées avec cette capacité de nouer, grâce au réseau, des relations avec toutes sortes de gens partout dans le monde. Et en définitive, les liens entre les individus, liens virtuels, au moins dans un premier temps, se font beaucoup plus par affinité que par position géographique. Autrement dit, pour jouer par exemple, puisque maintenant il y a beaucoup de jeux par Internet, on peut trouver des joueurs à l'autre bout du monde et on n'a pas besoin de jouer avec son voisin. C'est un changement tout à fait considérable. Donc la géographie de sa vie, dans son travail, dans ses loisirs, dans ses relations de voisinage même, est totalement bouleversée par tout ce qui est en train d'arriver et les quelques exemples que j'ai pu donner au gré d'exemples de la vie courante ne sont que des petits éléments parmi d'autres infiniment plus nombreux. En fait, c'est notre manière de vivre qui est aujourd'hui totalement bouleversée. Et Internet est une des raisons de ce bouleversement, ce n'est pas la seule. Les questions climatiques et environnementales en sont un second, avec les conséquences géopolitiques et géostratégiques qu'elles induisent. Mais là aussi, l'avenir nous montrera que les liens entre l'un et l'autre vont être de plus en plus importants dans les années qui viennent, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence. Et il me reste donc à vous souhaiter une excellente conférence et je suivrai bien sûr avec le plus grand intérêt vos travaux. On remercie Corinne Lepage pour sa contribution. Alors pour se présenter aussi, donc Jean-Louis nous fait l'honneur de co-animer avec moi cette conférence. Jean-Louis, tu es rédacteur en chef du magazine Plein Soleil, consacré aux énergies renouvelables, et notamment à l'énergie solaire. Tu vis, je pense qu'on peut le dire, de l'intérieur la transition énergétique, portée par la décentralisation et la digitalisation de l'énergie. Et tout au long de l'année, tu animes plusieurs conférences sur des sujets qui ont à la fois trait à l'environnement, à la croisée du chemin du développement durable et du numérique. Absolument. Merci pour cette présentation, Caroline. Je te présente à mon tour. Peut-être que les gens ne te connaissent pas ici. Tu es consultant au sein de Neutreo, un bureau d'études très actif dans le IT. Tu as aussi une double casquette en tant qu'administrateur d'Alliance Green IT, qui regroupe des entreprises engagées pour des systèmes d'information éco-responsables. Tu es aussi à l'origine de nombreuses publications, dont le Cloud est-il green, le baromètre français du Green IT, et un livre blanc sur l'électricité dans les data centers. Ça tombe bien, c'est vraiment de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vais te laisser la parole, et puis tu vas essayer de répondre à cette question, cette vaste question. Quels sont aujourd'hui les enjeux environnementaux du numérique? On l'a vu, tu es vraiment spécialiste, donc j'espère qu'on va y voir un peu plus clair. Merci Jean-Louis. Alors avant de répondre à cette vaste question, tout d'abord une petite présentation de Neutreo. Donc Neutreo, c'est un bureau d'études en ingénierie de l'environnement. Ma conviction personnelle, c'est que l'environnement ne doit pas être perçu comme une contrainte réglementaire par les entreprises et les organisations, mais plutôt comme un levier de différenciation et un facteur d'innovation. Et ce que l'on dit tous les jours, c'est que les systèmes d'information et l'économie digitale ne pourra pas faire l'impasse des préoccupations environnementales et énergétiques. Et au quotidien, donc, on accompagne les acteurs du numérique dans leur démarche environnementale. Alors, comment imagine-t-on l'avenir? Vaste question. Ce qui peut être un peu plus rigolo, c'est de se poser la question de comment l'a-t-on imaginé par le passé.
je vais passer des petits extraits de films connus, pour voir si vous allez reconnaître. Donc ça, c'est 1968. Qui reconnaît? Voilà, 2001, Odyssée de l'espace, avec justement on imaginait le périple d'un vaisseau spatial avec un robot central qui contrôlait absolument tout le vaisseau et qui devenait un petit peu égocentrique et complètement maniaque. Un autre film, un peu plus récent, 1985. Voilà, Retour vers le futur. Donc là, effectivement, on montre le modèle d'overboard qui était utilisé par Marty McFly. Mais dans ce film, il y a aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, un espèce d'écran géant avec un requin en 3D qui vient faire la présentation du film Les Dents de la Mer 18. Et en fait, aujourd'hui, les écrans 3D pour la pub, ça existe. Donc, un autre film, un peu plus récent, 98. Voilà, Bienvenue à Gattaca, où justement, dans ce film, le fantasme, c'était que dans son ADN, on puisse regrouper l'ensemble des informations qui avaient à la fois trait à l'identité d'une personne, mais aussi à son avenir et tout ce qui allait lui arriver dans sa vie, au cours de sa vie. Et finalement, un film de 2004, Le jour d'après, voilà. Donc là, une fiction toute ressemblance avec une planète existant ou ayant existé serait purement fortuite. Donc en fait, on se rend compte que par le passé, on a eu beaucoup de fantasmes sur le futur, et aujourd'hui, ça devient plus compliqué, parce que dès qu'on essaye de fantasmer une idée, on se rend compte, il y a déjà 4 équipes sur la planète qui sont en train de réfléchir, il y a déjà 3 prototypes qui sont lancés sur le marché. Donc finalement, en fait, on se rend compte que les cycles d'innovation sont tellement courts qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. Effectivement, la ville de demain, elle sera hyper connectée, mais ça, elle est déjà, et ces projets sont en cours de déploiement. Donc l'idée, c'est de voir comment va-t-on imaginer l'avenir. Pour mettre en place ces innovations et ces évolutions technologiques, on s'est appuyé sur l'industrie numérique. Un petit rappel, dans les années 40, premier ordinateur. Donc cet ordinateur, je pense qu'il devait faire 2000 calculs par minute. Et il devait peser plusieurs tonnes et faire plusieurs centaines de mètres carrés, occuper plusieurs centaines de mètres carrés d'espace. Dans les années 1980, c'est la massification et la diffusion des personal computers. Ça, c'est un modèle de Apple II. C'était écrit en vert, sur un fond noir, et dès qu'on ne tapait pas exactement la bonne formule, ça mettait syntax error, pour ceux qui s'en rappellent. Dans les années 90, on a assisté à l'émergence de la démocratisation, la massification de l'usage de l'Internet, qui est partie de quelques milliers d'utilisateurs, sachant qu'en 2017, on prévoit que la moitié de la population mondiale sera connectée. Et donc 2007, lancement du premier modèle de iPhone, et 2020. Alors en 2020, on prévoit, on a l'IDAT parmi nous, selon l'IDAT, selon Cisco, entre 30 et 80 milliards d'objets connectés. Et comme cela a été expliqué auparavant, en fait, les data, les données, c'est le nouvel or noir du numérique. Et on va voir que c'est vraiment le pétrole dans tous ses sens du terme, car les données génèrent de nombreux impacts environnementaux. Et les données, effectivement, le volume de données produites à l'échelle mondiale a été multiplié par 30 entre 2010 et 2020. Alors, quels sont les impacts environnementaux générés par l'industrie numérique? Pour répondre à cette question, il y a vraiment 2 éléments qui sont indissociables. Le premier, c'est la notion de cycle de vie, car les impacts environnementaux, on les retrouve à toutes les étapes du cycle de vie des équipements informatiques. Il faut savoir que l'industrie électronique, c'est de toutes les industries la plus gourmande en tout, en eau, en énergie, en matériaux, en minéraux. Donc, à titre d'indication, pour produire une puce de 2 grammes, il faut 32 000 grammes d'eau. Il y a un facteur, je vous laisse calculer. Il faut 16 000 grammes d'énergie. Il faut 72 grammes de produits chimiques. Donc dans les équipements informatiques, on trouve entre 40 et 60 métaux différents, dont les gisements vont arriver à épuisement d'ici 2 à 30 ans. Ils ne seront pas réellement épuisés dans 2 ans, cependant les ressources seront de plus en plus lointaines et de plus en plus coûteuses en énergie au niveau de leur extraction. Donc, par ailleurs, en fait, sur la partie fabrication, dont on a très peu de visibilité parce qu'elle est réalisée en Asie, il faut savoir qu'il y a aussi des problématiques de pollution locale.
parce que l'industrie électronique génère des émissions de substances chimiques cancérigènes, comme l'arsenic, des benzopyrènes sous forme gazeuse et liquide. Et on a aussi tout ce qu'on appelle les POP, polluants organiques persistants, donc notamment tout ce qui est retardateur de flamme, qu'on va retrouver dans les chairs des mammifères marins à des milliers de kilomètres des sites de production. Donc l'industrie électronique est en train d'exploser en termes de demande, et l'Union européenne a identifié effectivement qu'il y a certains métaux qui vont être sollicités, dont l'extraction va être multipliée entre 3 et 22, donc entre x3 et x22 par rapport à 2010, notamment tout ce qui est gallium, indium, terres rares, germanium, cuivre et argent. Alors au niveau de l'utilisation, on considère que le numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est à peu près entre 2 et 4, c'est autant que l'aviation, souvent ce que l'on dit. L'ensemble du web consomme autant d'électricité que 2 fois la consommation totale de la France. Par ailleurs, c'est The Green Grid qui a fait une étude sur la vidéo Gangnam Style. Justement, en fait, le visionnage de cette vidéo par des millions d'utilisateurs représentait 300 gigawattheures, c'est-à-dire en un an, c'est autant que les consommations électriques d'un pays comme le Burundi qui fait 9 millions d'habitants. Donc ça, c'est concernant la phase d'utilisation, aussi des nombreux impacts environnementaux. Et sur la fin de vie, chaque année, en fait, tous les équipements que l'on consomme deviennent à un moment donné des déchets. Et chaque année, on produit à l'échelle mondiale 50 millions de tonnes de D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques. Il faut savoir qu'il y a une étude d'Interpol qui a été réalisée l'année dernière, et apparemment, entre 60 et 80% du gisement ferait l'objet de commerce illégal. Donc, c'est-à-dire rachat, revente et en gros enfouissement, stockage dans les pays tiers. Et donc, tous les métaux qu'on a extraits dans l'étape de fabrication, bah, finalement, avec les pluies de ruissellement et les précipitations, ils vont se retrouver dans le sous-sol, dans les aquifères et dans les eaux. Donc la problématique de la fin de vie, elle est multiple. Effectivement, il y a la gestion des déchets, il y a aussi la problématique de l'obsolescence. L'obsolescence, c'est pourquoi est-ce qu'on se défait d'un équipement. Elle a plusieurs origines, l'obsolescence. C'est d'ailleurs un paradoxe, parce qu'on vient de souligner que l'industrie l'électronique était à l'origine, et le numérique à l'origine de nombreuses innovations. Et par contre, tous les équipements qu'on consomme, on note qu'ils durent moins longtemps, ils sont plus fragiles et ils sont moins réparables. Donc, on produit de plus en plus de déchets. Donc, l'obsolescence, elle a plusieurs origines. Elle peut être technique, absence de maintenance sur un équipement. Elle peut être indirecte, absence de pièces détachées. Elle peut aussi être logicielle, c'est-à-dire de changer de version des logiciels, ce qui rend obsolète un équipement, parce que justement, il n'y a plus de puissance suffisante ou plus de mémoire suffisante pour pouvoir faire tourner une application. Elle peut aussi être psychologique, et là c'est plutôt l'effet de mode, où justement on a l'impression qu'on a un équipement qui est démodé ou obsolète. Donc la première notion, cycle de vie, essentiel. La deuxième notion, c'est la notion de tiers. Donc quand on prend en compte la réalisation d'un service numérique, on mobilise plusieurs tiers. Le premier tiers, c'est les terminaux. Si je regardais mon compte Google sur mon téléphone, j'ai besoin d'avoir un terminal, un téléphone, une tablette, un objet connecté. Le deuxième tiers indispensable, c'est les centres de données où sont stockées et où transitent toutes les données. Et le troisième tiers, c'est le réseau qui sert à faire circuler ces informations. Alors, on va faire une petite question rapide. Selon vous, sur ces trois tiers, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, où sont concentrées la majeure partie des émissions? Alors, les terminaux, qui dit les terminaux? Qui dit les data centers? Voilà. Qui dit les réseaux? Alors voilà, donc effectivement, la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre sont concentrées sur les terminaux. Effectivement, les data centers consomment de l'énergie, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est de l'énergie qui est concentrée, néanmoins, c'est de l'énergie, on va dire, qui est maîtrisée, parce qu'on a des professionnels de la performance énergétique qui vont exploiter ces installations. Et on se rend compte qu'il y a un énorme levier qui est beaucoup plus considérable sur les terminaux. Et c'est sur ce point qu'il convient d'agir en priorité si on veut parler de l'amélioration de la performance environnementale de nos systèmes d'information. Et un dernier point, c'est effectivement, on parle souvent de gaz à effet de serre.
qui est un indicateur qui fait l'objet de nombreuses réglementations européennes, françaises, mais il faut aussi prendre en compte d'autres indicateurs, tels que les consommations d'eau, l'épuisement des ressources et la production des déchets. Donc, finalement, on arrive à un consensus, comme quoi il est essentiel, je dirais même il est indispensable, de concilier les deux transitions majeures du XXIe siècle, que sont la transition digitale et la transition environnementale. Alors, effectivement, l'idée, c'est pas non plus de déprimer et de dire on pollue, on va arrêter de tout faire. Non, il y a beaucoup de solutions qui existent. Que ce soit en termes d'achat, en termes de communication, en termes d'éco-conception, en termes de stratégie, en termes de lutte contre l'obsolescence, de dimensionnement. Et je pense que dans toutes ces solutions, la plus importante, si on ne devait en retenir qu'une, c'est la transparence. La transparence et pour qu'on puisse avoir une visibilité des impacts environnementaux de ce qu'on consomme. Quand on achète un produit, par exemple, on peut se dire je vais acheter un produit bio ou un produit circuit court, on a un acte de consommateur. Quand on consomme du numérique, toute cette traçabilité-là disparaît. Donc, rapidement, on peut par contre voir qu'il y a un énorme potentiel. Si on s'intéresse au centre de données, à la louche, en étant assez conservateur, on peut dire qu'il y a un facteur d'amélioration entre 1 et 5 sur les centres de données. Sur la partie cloud, on peut aussi dire que pour un même service cloud, on a un facteur environnemental qui peut varier entre 1 et 5. Sur la partie réseau, mettons entre 1 et 2. Sur la partie logiciel, donc ça c'est basé sur des témoignages qui ont été faits l'année dernière lors de Connect Day par le groupe La Poste, pour dire qu'on a réussi à diviser par 10 l'empreinte environnementale en optimisant et en jouant sur l'éco-conception des logiciels. Donc là, on a un facteur 10. Donc au total, pour un même service numérique délivré, si on a une cohérence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a un facteur entre 1 et 100. Donc entre 1 gramme et 500 grammes de CO2, entre 1 litre et 500 litres d'eau. Donc c'est un facteur et un potentiel qui est considérable. Maintenant, un dernier film de science-fiction. Voilà. On va faire germer une idée. On va planter une petite idée. Comme quoi, le numérique est aussi un levier. Car le numérique, appliqué à l'ensemble des secteurs d'activité, tels que l'agriculture, l'industrie, les transports, l'énergie, représente un formidable levier de réduction de l'empreinte environnementale et des consommations d'énergie. Et on considère, donc ça c'est une étude qui a été faite par GSI Smarter 2020, qu'à horizon 2020, 16,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales pourraient être réduites par l'utilisation d'outils numériques intelligents. On s'est aussi posé la question de comment est-ce que cette étude elle, se transcrit à l'échelle régionale. Donc, on a commencé à mettre en place un observatoire qui sera présenté par la suite. Alors attention, ce n'est pas non plus un chèque en blanc pour l'industrie digitale. Il faut être très vigilant sur les effets rebonds, qui est notre ennemi à tous, et aussi sur les effets induits. Est-ce que mettre en place de la métrologie, du pilotage pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, l'ensemble des équipements ne doit pas consommer plus d'énergie que ce qui nous permet d'en faire économiser. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon Green Day. Merci beaucoup Caroline pour cet exposé vraiment très très complet et je crois qu'on a vraiment appris pas mal de choses. Donc attention à vos terminaux, messieurs et dames. Je vous vois une petite pianote encore. Nous allons à présent laisser la parole à nos 3 sponsors, partenaires de cet événement Green Day. Alors j'appelle Virginie Monnier-Mang, à la tribune, représentante territoriale de la délégation régionale d'EDF. Je vous invite pour nous expliquer l'impact un peu du numérique sur vos métiers. Et je crois que vous allez nous parler d'un concours EDF Pulse que vous êtes en train de mettre en place. Merci beaucoup, Virginie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci au président Denizé et Joffre d'avoir organisé cette manifestation. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que, comme l'a dit André Joffre tout à l'heure, on n'est pas dans une transition, on est dans une révolution. Et on est dans une révolution notamment dans le domaine de l'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, la vision que nous avons de cette révolution à venir, je l'articulerai autour de 2 gros enjeux. Le premier, c'est le développement des énergies renouvelables, et le deuxième, c'est la digitalisation.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la région Occitanie, développement des énergies renouvelables? Je ne sais pas si vous le savez, mais la région Occitanie, aujourd'hui, elle est décarbonée à 98%. Donc ça veut dire que par rapport aux ambitions de la loi sur la transition énergétique, c'est la seule région en France qui est déjà à 50% de nucléaire, qui a énormément de production hydraulique et énergie renouvelable et qui a déjà quelque part atteint ses objectifs. Mais c'est aussi une région avec une forte croissance démographique et ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est que dans les 10 ans à venir, il va être nécessaire, peut-être, tout dépendra des consommations des terminaux, des data centers, etc., mais de développer jusqu'à 1000 MW de puissance électrique supplémentaire. Et ce que nous voyons, c'est que ce développement, il se fera forcément par les énergies renouvelables. Donc c'est le développement de l'éolien, c'est le développement du photovoltaïque, et puis l'hydraulique, aujourd'hui, c'est la poursuite de ce qui existe. Donc ça veut dire que c'est une première révolution parce qu'il va falloir qu'on accélère la mise en place de moyens de production d'énergie renouvelable. Alors comment le groupe EDF s'est engagé dans cette première transition énergétique? C'est bien évidemment en développant des parcs éoliens. Pour rappel, le 24 juin, nous inaugurions à Perpignan le plus grand ensemble éolien en France. Donc le grand ensemble éolien catalan, 35 mâts, 120 MW, et c'est dans notre région qu'il est né. C'est aussi notre filiale EDF Énergie Renouvelable Solaire qui veut être le leader de l'autoconsommation, car on n'en a encore pas parlé aujourd'hui, mais je pense que l'autoconsommation est un des axes du développement des énergies renouvelables. Et donc je pense que le groupe EDF, aux côtés des PME qui sont très investis dans les énergies renouvelables, est un acteur de la transition énergétique. Le deuxième enjeu qu'on voit arriver, c'est bien évidemment la digitalisation. Et toute la subtilité va être de voir comment le digital va rencontrer l'énergie, ou comment le digital va rencontrer les énergies renouvelables. Et donc ce qu'on voit apparaître évidemment, c'est toute la question des objets connectés, comment on pilote les objets dans la maison pour moins consommer, comment on travaille sur des bâtiments plus intelligents, on l'a dit tout à l'heure, comment on travaille sur la Smart City, la cité intelligente, pour mieux consommer et moins consommer. Et puis, le digital, c'est aussi travailler sur l'innovation. Et aujourd'hui, je dirais que l'innovation, c'est une arche qui a deux piliers. Pour le groupe EDF, il y a un pilier qui est notre recherche et développement. C'est quand même 600 millions d'euros d'investissement par an avec 2000 chercheurs. Mais c'est aussi une démarche d'open innovation territoriale, c'est-à-dire comment on travaille en bottom-up depuis nos salariés et les startups pour arriver à co-construire ensemble des projets et arriver justement à faire se rencontrer le digital et les énergies renouvelables. Alors justement, on a lancé l'année dernière en Languedoc-Roussillon le premier concours régional EDF Pulse. Cette année, ce concours prend encore une forme plus innovante pour le groupe EDF puisqu'il s'appuie sur une démarche d'open innovation. C'est-à-dire qu'on a fait travailler l'ensemble des salariés de nos métiers pour faire émerger des besoins qui pourraient être co-construits, co-travaillés avec des startups. Alors ce concours, on va le lancer le 14 octobre à Montpellier, le 19 octobre avec le pôle derby à Perpignan et le 3 novembre dans le Gard. Ce concours, en fait, il s'oriente autour de 3 grandes catégories. Les services innovants et tout ce qu'on va pouvoir trouver autour des objets connectés, de la maison intelligente, la performance industrielle ou comment rendre nos outils actuellement, donc que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique plus performants, et les territoires durables, comment par exemple développer de la mobilité électrique. Nos métiers ont travaillé sur des besoins. Ces besoins vont être intégrés dans chacune de ces catégories. Et ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps que les startups qui sont là aujourd'hui et qui viendront à notre rencontre dans les prochaines semaines, qu'elles s'inscrivent et qu'ensuite on leur permette
de travailler avec nos salariés, de venir visiter nos barrages, nos installations pour bien comprendre les métiers. Elles auront jusqu'au 15 décembre pour nous soumettre des projets. Les startups que nous aurons retenues, pardon, je suis allée trop loin, voilà, que nous aurons retenues pourront signer des partenariats avec chacune de nos métiers ou filiales. Et ensuite, nous aurons 3 lauréats en plus qui recevront chacun 10 000 € dans le cadre de ces 3 prix. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est aujourd'hui qu'on est en train d'écrire l'avenir de l'énergie et du numérique dans le domaine de l'énergie. C'est avec les startups, avec les salariés du groupe EDF qu'on souhaite construire ces réflexions. Et puis bien évidemment, c'est avec l'appui de l'écosystème que nous avons en région Occitanie et notamment dans l'Aix-Languedoc-Roussillon que nous avons envie d'avancer et peut-être d'écrire non seulement l'histoire de la région, mais aussi se donner peut-être pour certaines startups des destins plus nationaux et internationaux. Donc start-up, proposez-nous vos projets, on est vraiment là pour travailler ensemble et puis essayer d'écrire un bout de chemin ensemble. Voilà. Merci beaucoup Virginie Monimang. À l'heure des primaires, tous azimuts, vous faites un appel à candidature. Voilà, c'est bien, vous êtes dans l'actualité. Aitem Boutaleb, vous êtes Business Development Manager en Data Center chez Schneider Electric. Vous vivez aujourd'hui au rythme du développement haletant des infrastructures numériques. On l'a vu, hein, ça se multiplie un peu partout. Le numérique vu par Schneider Electric, c'est avec vous tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci donc, à French House Digital pour l'invitation. Schneider Electric est très... On va vous remonter le micro un peu peut-être. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, parfait. Donc Schneider Electric est très content donc, d'être présent aujourd'hui à un événement donc, en région. Donc Schneider Electric est un acteur bien évidemment engagé donc, du numérique durable. Et donc je vais être assez bref, je vais simplement vous présenter donc, qui est Schneider et nous verrons après dans la table ronde quels sont les enjeux notamment de Schneider dans le numérique. Alors, Schneider Electric, c'est un groupe français. Donc, bien souvent, donc, on entend parler de Schneider. Donc, Schneider Electric est un groupe français. Donc, son historique est donc, les fonderies du Creusot. Et nous sommes allés par la suite, donc, au cours des révolutions industrielles, dans le secteur de l'énergie. Donc, nous sommes une entreprise française du CAC 40 qui pèse à peu près 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes dans une centaine de pays. Et nous intervenons sur différents marchés. Donc, principalement l'activité building, l'activité industrielle, toute la partie infrastructure et énergie, et tout le secteur donc, de l'IT. Alors, Schneider, bien évidemment, Schneider est un acteur donc, engagé sur le territoire français, donc avec une forte présence historique. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près sur 28 agences commerciales, donc nous sommes vraiment dans les régions. Donc nous sommes un acteur qui pèse à peu près 20 000 personnes en France et sur à peu près 47 usines de fabrication. Donc, malgré donc, un développement fort à l'international, nous avons encore une forte présence en France et nous avons notamment donc, de nombreux partenariats, notamment donc, dans des projets collaboratifs et aussi bien aussi dans des startups où nous avons donc, un fonds qui s'appelle le fonds Instar Capital, où nous faisons des investissements dans des startups innovantes donc pour faire émerger, donc, je dirais, des solutions de demain pour un numérique durable. Nous sommes aussi un acteur donc, engagé dans le développement durable. Donc, globalement, donc, Schneider Electric a, je dirais, un dilemme qui est donc une énergie, donc une augmentation d'énergie dans le monde. Donc, nous reviendrons par la suite sur les tendances. Mais globalement, c'est avoir accès à une énergie plus sûre, plus fiable, plus sécurisée et de manière donc, responsable. Donc globalement, nous nous efforçons à travailler donc, avec nos ingénieurs sur des solutions qui permettent de réduire globalement la facture énergétique de 30%. Nous sommes aussi une entreprise donc, qui est un acteur engagé puisque nous avons fait partie donc, de la centaine d'entreprises. Donc nous sommes classés 9e
dans le Global 100, donc des entreprises les plus responsables en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. Le RSE. Exactement, merci. Voilà, et puis pour terminer, très rapidement, je voudrais simplement dire que voilà, globalement, donc, nous nous efforçons à concevoir des solutions qui vont toucher en fait tous nos usages de demain, c'est-à-dire la branche résidentielle. Donc demain, on parle de bâtiments connectés, de maisons connectées. Donc nous avons différents marchés qui vont adresser, donc nos solutions vont adresser l'ensemble de ces marchés, notamment aussi dans l'industrie. Donc aujourd'hui, vous entendez parler d'industrie connectée ou d'industrie 4.0. Donc on a un fort développement de nos activités sur ce secteur-là. Toute la brique data center, donc on a une division dédiée à l'activité data center qui représente quand même 15 000 personnes dans le monde. Et aujourd'hui en France, on a aussi une activité très forte sur l'activité data center. Donc par data center, bien évidemment, on entendra parler de micro data center, de data center régional et de grands data centers. Et puis une part donc de l'activité sur l'énergie, puisque bien évidemment le métier de Schneider en tant que leader de la gestion de l'énergie et des automatismes est de faire le lien, le pont entre les producteurs d'énergie et les utilisateurs. Et Schneider Electric a la brique, la propulsion de valeur pour faire ce lien donc, entre la production d'énergie et l'utilisateur. Voilà, je terminerai par une petite vidéo qui permettra de bien synthétiser tout ce que je vous ai dit et je vous dis à tout à l'heure sur la table ronde pour rentrer en détail sur le numérique. Merci Yann Boutaleb. Effectivement, on se retrouve dans quelques minutes. Vous allez nous en dire un peu plus sur tous les data centers. Dès votre réveil, nous sommes présents. Pas besoin de chercher loin. Nos technologies sont partout. L'énergie est un droit fondamental que nous mettons à disposition de ceux qui n'y avaient pas accès auparavant. Pour les personnes qui se déplacent, nous transformons les données brutes en informations pour des villes plus efficaces et performantes. Notre monde exige un accès à l'énergie toujours plus fiable. Mais nos ressources sont limitées. C'est pourquoi nous veillons à mieux préserver notre environnement et à offrir un avenir solide aux énergies durables et propres. Nous soutenons les industries et leur productivité sans jamais perdre de vue l'essentiel. On nous connaît peu et on nous remarque rarement. Mais nous sommes les spécialistes mondiaux de la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Nous sommes Schneider Electric. Même lorsque vous dormez, nous sommes toujours présents. Il n'est pas l'heure de s'endormir. Hein. Voilà, merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Tout à l'heure pour la table ronde. Michel Bruel, directeur de projet chez Solocal. Le numérique a changé beaucoup de choses dans vos métiers. Vous allez me dire comment vous avez appréhendé ces solutions. Je vous laisse la parole, Michel Bruel. Merci d'être là. Rabaissez le micro, allez-y. Ah oui, n'hésitez pas. Voilà. Bonjour à tous. Alors, moi, je tiens à remercier French Soft Digital, la métropole, la région et le pôle de compétitivité d'Herby de nous accueillir. Vous serez peut-être surpris de nous trouver entre EDF et Schneider. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous ne connaissez peut-être pas ce local groupe, mais je pense que vous connaissez nos filiales et marques phares, Page Jaune, Mappy en particulier. Pourquoi est-ce que nous sommes présents aujourd'hui? D'une part parce que quand on regarde notre audience, on imagine bien qu'on est un acteur du numérique important. Toute cette audience génère évidemment une tension énergétique forte, à la fois sur les serveurs, etc. Donc nous avons dû nous adapter. Mais surtout, nous venons du papier, et nous venons du papier en masse.
ce que les gens ne voient pas au quotidien. Les annuaires, j'ai la réflexion toujours, maintenant ça ne sert qu'à caler les portes, c'est un peu vrai. Donc nous avons fait toute une démarche importante pour réduire l'impact environnemental de ce papier. Et nous sommes désormais engagés dans une démarche d'éco-conception numérique que ma collègue Anaïg Antoine présentera cet après-midi. Alors pourquoi nous sommes présents ici aujourd'hui? D'une part parce que nous soutenons un numérique responsable et moins énergivore qu'il n'a pu l'être par le passé, mais aussi parce que nous embarquons nos collaborateurs dans l'innovation au quotidien, et participer à des événements comme cela et pouvoir témoigner, ça c'est aussi une manière de représenter tous nos collaborateurs, tous nos 4400 collaborateurs qui s'embarquent dans cette démarche. Et puis surtout, nous apportons un soutien fort aux écosystèmes et aux territoires innovants. Nous sommes dans la démarche French Tech avec tous les territoires French Tech qui ont été labellisés en tant que territoire ou en tant que thématique, et même ceux qui n'ont pas été labellisés. Et nous accompagnons des accélérateurs, des incubateurs, nous participons à des hackathons, etc. Nous avons la chance d'avoir une masse de données énorme que nous pouvons mettre à disposition pour la création de services locaux numériques. Et nous sommes volontaires aussi dans notre démarche RSE à l'intérieur de notre organisation, à la fois dans nos bâtiments, dans notre démarche autour des mobilités douces. MAPI propose désormais un comparateur d'itinéraires et encourage l'utilisation des transports en commun par le biais de partenariats des véhicules électriques, du vélo, voire piéton, par rapport à la voiture, puisque nous étions il y a quelques temps, je crois encore à 95% d'itinéraires calculés qui étaient des itinéraires en voiture. Maintenant, sur certaines régions, je pense en particulier à la région Île-de-France, plus de 25% des requêtes d'itinéraires sont faites sur un mode de transport alternatif par rapport à la voiture, que ce soit transport en commun ou vélo. Donc voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. Ma collègue Anaïg rentrera dans le dur de l'éco-conception et de la manière dont elle peut réellement avoir un véritable impact sur la manière dont nous travaillons. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Michel Duval. Merci. Et pour conclure avec nos sponsors, je laisse la parole à Patrick Desboué. Vous êtes vice-président innovation chez Capgemini, spécialiste, on peut le dire, de la gestion de l'énergie, entre autres. En tout cas pour l'occasion. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de représenter le groupe Capgemini ici aujourd'hui pour deux thèmes qui me sont chers, l'innovation digitale et les écosystèmes durables. Donc pour nous, l'environnement fait partie d'un programme global de RSE, pour responsabilité sociale et environnementale, et ce point-là est très important. Pourquoi on parle de deux thèmes, donc l'homme et l'environnement. Il est très important de comprendre qu'on ne pourra jamais construire une planète durable si on ne laisse pas les hommes et les femmes au cœur du dispositif. Donc ça, c'est un point qui est important. Bon, je vais illustrer avec quelques exemples. Deux nombres pour mieux comprendre. 190 000, donc c'est le nombre de collaborateurs de Capgemini dans le monde, dans 40 pays. Et 90 000, c'est le nombre d'Indiens du groupe. Donc, lorsqu'on parle de diversité, vous allez mieux comprendre ces chiffres. Donc c'est un programme qui est lancé donc, au niveau mondial, pas uniquement en France. Donc dans le côté humain, donc tout ce qui est diversité, donc c'est diversité, on va dire au niveau des pays, c'est également au niveau de programmes sur la mixité, pour la promotion, à la fois à l'embauche, sur la proportion homme-femme. Dans le digital, c'est un chiffre qui n'est pas très bon. Si vous voyez les chiffres à sortie des écoles d'ingénieurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes et on le retrouve dans l'entreprise. Donc on essaie de promouvoir à l'embauche et dans les promotions cette diversité. On le retrouvera lors de la table ronde aussi, vous verrez. D'accord. Ouais, ce qui est très important également, tout ce qui est e-learning, donc on doit sensibiliser. C'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger, c'est vrai dans les écoles surtout. Les programmes handicap, ça a un grand succès chez nous, dans le fait d'accueillir des personnes handicap en interne, mais également chez nos fournisseurs.
Donc on a beaucoup de fournisseurs qui font partie de ces structures pour tout ce qui est gestion des achats ou tout ce qui est la distribution, tout ce qui est publication, c'est également par ces entreprises. La partie environnement, bilan carbone, alors ce slide il est important, vous voyez la plus grande part chez nous de déficit en carbone, c'est le déplacement. Pourquoi? Vous vous souvenez le premier chiffre, 190 000 personnes, 40 pays, c'est un groupe français, donc forcément il y a beaucoup de déplacements et c'est l'axe pour nous où on a le plus d'espoir de réduire l'empreinte carbone grâce justement aux nouveaux moyens digitaux, tout ce qui est téléconférence, visio et j'espère bientôt les hologrammes. Quelques exemples, bon, forcément on essaie de diminuer l'empreinte par la partie papier, surtout le recyclage. On consomme beaucoup d'ordinateurs, qu'ils soient petits, gros ou moins gros, donc pour nous c'est un point qui est important. Et vous voyez qu'on arrive à allonger la durée des équipements, c'est aussi un point qui est important. Un point important sur l'engagement, on réduire de 20% les émissions jusqu'à 2020, alors qu'on a une croissance pratiquement entre 5 et 10 points par an, donc c'est un point qui est très fort pour le management du groupe. Tout ce qui est micro-watts, c'est tout ce qui est l'aide au financement, donc pour des micro-projets, ça c'est très présent pour les agriculteurs dans les pays en voie de développement, donc ça fait longtemps qu'on est engagé sur ces programmes-là. Et on le fait également sur nos offres, donc lorsqu'on travaille avec nos clients, on essaie de sensibiliser sur l'empreinte environnementale. Dans beaucoup de projets, on parle beaucoup de smart, forcément, les smart energy, les smart cities, les smart buildings. Donc c'est un thème qui permet d'optimiser justement l'empreinte carbone. Donc il n'y a pas uniquement que les transports. Donc pour aller plus loin, vous avez plein de choses sur les sites web. Donc je me tiens aux 5 minutes de temps de parole par rapport à ça. Je donne rendez-vous sur la table ronde. Voilà, les labels et reconnaissances, je ne vais pas aller dans le détail de ces points-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick Douel. Vous pouvez rester là d'ailleurs. La table ronde, on enchaîne tout de suite. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à... Merci pour la qualité de vos interventions. Nous allons passer à la table ronde. Donc j'invite à nous rejoindre sur le devant de la scène Fabien Blasco, directeur adjoint foncier aménagement de Montpellier 3M. Guillaume Boudard, responsable marché des entreprises Data Center à l'IDAT, André Rouillet, délégué Data Center infrastructure du numérique du GIMELEC, Aïssa Moutaleb, Business Development Manager chez Schneider Electric et Emilia Maudet, directeur solutions Smart Cities chez Amplis. Et M. Duboué. Donc merci à vous. Donc, je vous explique rapidement le principe de la table ronde. Chaque intervenant a 5 minutes pour présenter son point de vue sur la question centrale de la table ronde, c'est-à-dire comment le numérique durable va changer le paysage économique de notre territoire. Ensuite, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses que nous allons orienter avec Jean-Louis, puis un temps d'échange avec la salle. Donc, Fabien Blasco, je vous laisse commencer. Donc, je ne sais pas si vous voulez venir ici ou... C'est peut-être plus pratique. Ouais. Donc, vous allez nous présenter les projets Smart Cities de Métropole Montpellier-Méditerranée, notamment l'écocité, la mobilité, l'énergie, la gestion de... Voilà, 5 petites minutes. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Simplement, je voulais apporter ici un témoignage de ce qu'on a pu développer depuis un certain nombre d'années sur la métropole. Ce qu'on l'a fait, on l'a fait à l'occasion, alors déjà dans un cadre, un contexte où